Dans l'épisode 7 de la saison 4 de From, les informations sont enfin transmises aux habitants, et les monstres sont de retour. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Les habitants de Fromville découvrent enfin le lien entre Jade et Tabitha, et ça tourne mal. D'un côté, les sceptiques, ceux qui font remarquer que de nombreuses théories farfelues ont circulé au fil du temps sur ce lieu et commencent à en échapper, sans jamais se révéler être autre chose qu'une illusion ou un piège. Et de l'autre, l'opposition immédiate, viscérale et presque violente de Henry à cette nouvelle. Pourtant, cette porte au sous-sol de Colony House est plutôt convaincante. Et puis, il y a le message trouvé avec le corps de Jim. Ajoutez à cela le discours de Boyd et peut-être, qui sait, que certains commenceront à y croire. Mais cela ne signifie pas pour autant que la suite sera facile, car elle ne le sera pas. Si cet épisode a prouvé une chose, c'est bien celle-ci. Avant de s'aventurer dans les tunnels, Boyd veut tout savoir sur chaque entrée et sortie. Il veut aussi savoir si les mêmes totems qui ont arrêté les poupées géantes et terrifiantes peuvent l'aider à combattre les créatures dans les tunnels. Le résultat, eh bien, ça ne se passe pas bien non plus. Du tout. L'épisode est à la fois anodin et capital pour Boyd. Il doit expliquer la situation, surmonter ses regrets d'avoir annoncé la nouvelle à Henry et Victor et de leur briser encore plus le cœur, rassurer les habitants de Fromville qui refusent de croire l'histoire de Jade et s'assurer qu'ils planifient au mieux la suite. Et c'est une très lourde responsabilité, une situation extrêmement difficile, plus que jamais. Et Harold Perrineau, sans surprise, fait en sorte que chaque instant compte. Dans les derniers instants de l'épisode, ce qui avait commencé comme une série de crises de nerfs et d'émotions, surtout pour Henry, ainsi qu'une période de collecte d'informations et de planification, se transforme en un rappel terrifiant de la règle fondamentale de From. Quand Boyd sonne la cloche, à la tombée de la nuit, mieux vaut se mettre à l'abri. Sinon, vous risquez fort de devenir la dernière victime des monstres. Ces moments où Kenny se retrouve encerclé, se précipite vers ce bus pour tenter de se mettre à l'abri, pour finalement se retrouver sur le toit, dans une posture qui implique à la fois qu'il accepte son sort, mais qui ne se laissera pas faire sans combattre, sont parmi les plus palpitants, angoissants et terrifiants que nous ayons vus jusqu'à présent. Et la fin est un véritable cauchemar, brillamment conçu à tous les niveaux, alternant avec une fluidité saisissante entre ce qui semble, pendant quelques instants à couper le souffle, être le dernier combat de Kenny et l'attaque de Colony House. Que ce soit l'obscurité totale, la musique, ce filtre rouge lorsque Fatima voit la scène à travers les yeux de Smiley, ces plans sur les monstres postés sur chaque porche, ou Kenny attendant courageusement son sort sur le toit du bus, c'est de l'horreur parfaitement maîtrisée. Et c'est de l'horreur faite d'une manière que, avec cet épisode, cette série nous rappelle qu'elle a toujours fait ainsi. Et si nous pensons avoir tout vu, si nous pensons connaître le jeu, c'est que nous n'avons pas été attentifs une seule seconde. Cet épisode réserve quand même de belles surprises, comme la capacité de Fatima à empêcher la créature issue d'elle de tuer Kenny, ou encore le pouvoir de l'homme en jaune de réanimer Roger sous la forme d'un nouveau monstre. Mais ce qui reste aussi prévisible, et c'est tant mieux que jamais, c'est la qualité exceptionnelle de la série, qui enchaîne les moments forts. Alors que la fin de la saison approche et que l'espoir d'une évasion semble se concrétiser, cet épisode semble nous avertir que Sophia a encore bien des atouts pour faire dérailler même les plans les mieux conçus. Cet épisode est une nouvelle performance époustouflante de Robert Joy, dans le rôle de Henry, qui découvre sans cesse de nouvelles choses sur sa défunte épouse, des choses qu'il ne parvient pas à accepter. Déjà plongé dans l'alcool après avoir appris ce que l'homme en jaune a fait à Miranda, il sombre dans la violence lorsque Boyd lui révèle les choses sur Jade, Tabitha et surtout la relation de Tabitha avec Miranda. Déjà au bord du gouffre, cette révélation le frappe de plein fouet et il se déchaîne. Désormais, Henry ne cherche plus seulement à fuir, il veut aussi que tout le monde comprenne à quel point il est bouleversé. Et, impuissant face à tout cela, comme tous les autres, il compte bien s'en prendre au messager, en quelque sorte. Je ne crois pas qu'il y ait une seule scène où Joy ne crève pas l'écran. Le tout premier gros plan sur Joy, choqué et offensé lorsque Henry demande à Boyd « Êtes-vous fou ?», est un moment fort en soi. Et pourtant, il paraît presque anodin comparé à tout ce qui suit. Chaque geste, chaque nouvelle façon de dire non, chaque phrase hachée, chaque accent savamment dosé, chaque accès de rage, chaque fois que Henry est offensé ou semble subir la pire des trahisons, et même chaque variation de ton et de timbre de sa voix raconte l'histoire poignante d'un homme à bout de force, contraint de continuer à emporter toujours plus.
Tant de personnes piégées à Fromville ont fini par accepter cette situation comme leur nouvelle normalité, se sont adaptés de façon si humaine aux circonstances les plus inhumaines. Mais Henry, lui, ne le peut pas, et il ne le fera pas. Surtout pas quand il s'agit d'accepter que la femme qu'il aimait n'est pas simplement disparue avec ses enfants, qu'elle et l'un d'eux soient morts, ou que celui qui a survécu ait été marqué par des décennies d'horreur. Et par-dessus tout, d'accepter que c'était inévitable, qu'elle ait toujours été liée à un autre homme, à une autre vie, à d'autres enfants. C'est une toute nouvelle dimension de perte et d'impuissance face à tant de chagrin, ce qui explique en partie sa réaction à cette nouvelle. Je parierais, surtout compte tenu du contexte, quoi qu'il arrive lorsqu'il voit le dessin de Victor, puis lorsqu'il est au bar avec Jade, que Henry est un peu trop passionné et excessif dans son déni à cause de Sophia qui a drogué son verre. Bien qu'il soit douloureux de voir Henry quitter Victor, visiblement sous le choc de cette nouvelle, et qu'il soit inquiétant de l'imaginer interrompre la réunion pour clamer haut et fort que c'est faux, alors que nous savons que ce sont des gens ordinaires qui se soulèvent et assassinent Jade à chaque incarnation, il est impossible de ne pas apprécier chaque instant. Tout cela tient principalement à l'interprétation de Joy, mais aussi à la façon dont le parcours de Henry peut s'appliquer à des personnes confrontées à des difficultés tout à fait normales, sans aucun lien avec des monstres, la réincarnation, des démons métamorphes déguisés en gentilles petites filles pieuses ou tout autre élément surnaturel ou horrifique. Souvent, quand la douleur est trop vive, ce que les autres peuvent prendre pour une agression est en réalité une incapacité à exprimer toute cette souffrance. Il en va de même pour la peur omniprésente que se lui impose à chacun. Une peur constante à combattre chaque jour et surtout chaque nuit. Tandis que Henry sombre de plus en plus, Jade suit Henry hors de la réunion qui l'a perturbé à Colony House. Encore un moment poignant pour les deux. De toutes les personnes qui pourraient tenter de réconforter Henry, Jade est celle qui se sent le plus responsable de ce nouveau coup dur et qui, par conséquent, veut l'aider. Mais en même temps, il est la pire personne pour évoquer Miranda à cet instant précis. Et quel talent d'acteur! Jade a tellement envie qu'il écoute, on dirait qu'il voudrait forcer Henry à croire, mais qu'il sait qu'il doit se retenir. L'intensité contenue de Halpé est tout simplement magistrale. Mais non, Henry ne peut pas. Exigeant que Jade ne prononce jamais le nom de Miranda ou s'en prenant presque violemment à Boyd, le mécanisme de défense auquel il recourt, l'alcool, révèle le pire en lui et contribue à le briser davantage. C'est un point que le personnage souligne avec une clarté saisissante, l'alcoolisme est une maladie, et plus on s'y réfugie, plus on est malade. Et l'interprétation magistrale de Joy, qui continue de rendre justice à Henry, est exquise. Henry n'est pas le seul à être désemparé face à ces révélations. Dans l'épisode, Julie rejette catégoriquement l'idée que le cycle Tabitha-Jade puisse être réel. C'est compréhensible, vu ses récentes tentatives infructueuses pour maîtriser ses pouvoirs. Mais en même temps, c'est presque comme un grand pas en arrière. Au début de la série, elle avait réagi de la même manière et avait même choisi de vivre à Colony House plutôt que de rester quelque temps chez sa famille en ville. Et puis, il y a sa réaction quand Elgin essaie de lui redonner espoir, de lui faire comprendre qu'il y a une raison à tout cela. C'est plutôt cruel de lui remettre son visage mutilé en tête. Alors que tout le monde se confie enfin sur le passé de Jade et Tabitha, il est un peu frustrant de constater que Julie n'utilise pas ce qu'elle ressent pour expliquer son refus d'écouter sa mère. Mais peut-être que lui avouer son échec le rendrait encore plus concret. Ou bien se disputer devant Ethan pose problème, mais que lui dire que ces histoires ne sont que des histoires serait aller trop loin. Ethan, doté d'une imagination débordante, semble tenter de comprendre. La question qui le hante est de savoir si tout cela fait de Victor son frère. Après tout, si la mère de Victor est Miranda, et que la sienne l'était aussi, Tabitha n'est-elle pas la mère de Victor? Il y a là une acceptation naïve, et pour quelqu'un qui a toujours entretenu une relation unique avec Victor, c'est logique. Mais Victor l'inquiète un peu. Revenons en arrière. Lorsque Victor apprend ce qui se passe avec Jade et Tabitha, il est dans sa chambre avec son père, mais on ne le voit même pas, et encore moins ce qu'il ressent, avant que Henry ne commence à s'emporter. C'est lorsqu'un avertissement très discret de Boyd disant « Henry » qui fait sursauter Henry comme s'il avait reçu un coup et qu'on remarque que Victor était assis à côté de lui, depuis le début, silencieux, légèrement voûté pour se protéger, ses cheveux tombant sur ses yeux, mais jamais sur sa douleur. Comme toujours, quand Henry essaie de le convaincre de partir avec lui, d'arrêter d'écouter Boyd, Victor répond d'un ton maussade par un « ça va papa », ce qui déclenche une nouvelle crise chez Henry. Bien sûr, ça ne va pas. Scott McCord excelle dans ce qu'il fait si bien avec Victor. Les ombres et les traumatismes semblent l'accompagner indissociablement. Il a peut-être été seul pendant très longtemps dans cet endroit, mais désormais, tout ce qu'il a vécu ne le quittera jamais. Sa présence dès la première scène révèle que Victor a été affecté, mais pas vraiment changé par ce nouveau traumatisme. Souffre-t-il? Plus débraillé, plus traumatisé et plus sombre qu'avant? Oui, mais différent? Comme Henry? Non, et c'est là
tout le contraste. Cette nouvelle pousse Victor à agir. Il dit à Boyd que même s'il ne veut plus qu'il parle, il l'aidera à en savoir plus sur l'homme en jaune. Il affirme que l'histoire est intimement liée à l'homme en jaune car il est de retour et tout pourrait recommencer. Et là, McCord nous brise le cœur avec le regard larmoyant de Victor. Dans la suite de l'épisode, Victor se tourne vers Tabitha pour obtenir de l'aide. Ce simple fait déjà très intéressant. La saison dernière, face à une situation effrayante, il s'était tourné vers Sarah. Cette fois, il s'adresse à celle qui est, en quelque sorte, une figure maternelle pour lui. La façon dont McCord s'arrête, presque figé, à l'approche de la maison, témoigne d'une réaction profonde. Victor voit enfin cette personne pour la première fois après avoir entendu dire qu'une part de sa mère pourrait être avec elle. Victor, Tabitha et Ethan partent à la recherche d'indices dans la voiture de l'homme en jaune. Le parking rempli de véhicules abandonnés est plongé dans un silence de mort, au point que l'on entend le grincement d'un coffre qui s'ouvre. Alors que Tabitha reconnaît l'ancienne voiture de Miranda et semble comme en transe en se remémorant son arrivée en ville, Victor découvre quelque chose. Un petit sac négligemment posé dans la boîte à gants de la voiture marron dans laquelle l'homme en jaune était venu en ville pour la première fois. McCord fait ici encore des choix intéressants. Victor prend son temps avec le sac, hésitant d'abord à l'examiner attentivement, puis le tripotant avec suspicion, avant de finalement l'ouvrir après ce qui semble être une éternité, pour y découvrir des dents. Et ensuite, terrifié, Victor tente de s'enfuir, mais garde le sac. Comme Tabitha refuse de le suivre immédiatement, il finit par lui demander, sans détour, si elle est vraiment sa mère. Elle ne répond pas assez vite, on va pas se mentir, c'est compliqué. Alors Victor pique une crise, et honnêtement, c'est la réaction normale à tout en fait. Quoique Victor ait refoulé après avoir appris la réincarnation de sa mère, et malgré toutes les manières discrètes dont il a dû supporter la descente aux enfers de son père, ses dents dans ce sac ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. McCord livre une véritable leçon d'acting, tandis que Victor tente de faire comprendre à Tabitha et Ethan que Ethan pourrait bientôt subir le même sort que lui, se retrouver seul. Son débit mitraillette, la tension qui monte crescendo sont d'une violence inouïe. Parce qu'il commence à effrayer Ethan, Tabitha met fin à la situation. D'abord elle se place entre Victor et Ethan, protégeant son fils. Finalement, elle le réprimande simplement en lui demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et franchement, premièrement, il est en train de le dire. Il a été laissé là, seul, après la mort de tous, la dernière fois que l'homme en jaune est apparu. Deuxièmement, comment peut-on regarder cet homme qui est là depuis plus longtemps que tout le monde et poser cette question? Je ne le comprendrai jamais. Qu'est-ce qui ne va pas chez Victor? Un traumatisme, l'horreur, un esprit et un psychisme totalement brisés par des expériences que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Comment est-ce possible quand tout le monde s'effondre à cause d'une fraction des expériences de Victor? Bref, le fait est que Victor détient maintenant la collection de souvenirs de l'homme en jaune. Son père est au bord de la folie, sa mère et sa sœur sont décédées depuis longtemps, et si l'on en croit l'épisode, il serait absolument dévasté de voir son jeune ami vivre la même chose. C'est ça, l'amour, si seulement les gens comprenaient la portée de ce geste et toute cette douleur immense. Écouter ces avertissements, ne serait-ce qu'une seule fois, serait également appréciable. La capacité de l'homme en jaune à réanimer Roger sous la forme d'un nouveau monstre indique que les règles que le village croyait avoir établies sont loin d'être immuables. Chaque arme, chaque stratégie, chaque théorie fragile peut être rendue inutile en un instant par des forces qui apprennent, s'adaptent et agissent selon des intentions encore obscures. Cela fait écho à une idée exprimée plus tôt dans la saison, selon laquelle le savoir a un prix, et il faudra que le village parvienne enfin à s'entendre pour que l'intrigue prenne son envol. L'ironie amère de cet épisode réside dans le fait qu'au moment où les survivants se sentent le plus près d'une véritable stratégie, le sol se dérobe sous leurs pieds de la manière la plus violente qui soit. Alors que la saison touche à sa fin et que l'espoir d'une évasion semble à son comble, cet épisode nous avertit que Sophia dispose de bien d'autres moyens de faire dérailler même les plans les mieux conçus. Avec 4 épisodes restants, la porte secrète toujours scellée, les ossements des enfants toujours introuvables et Roger revenu à la vie, la question n'est plus de savoir si la situation va empirer avant de s'améliorer. La question est plutôt de savoir si elle s'améliorera tout court. Si la nuit éprouvante de Kenny sur le toit de ce bus vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis. Pensez-vous que le lien de Fatima avec Smiley est la plus grande force ou le plus grand danger du village? Je n'ai qu'une chose à dire, il me tarde de voir la suite, de voir la fin de cette saison, car pour moi ça va être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.